Ayer estuvo el diablo aquí. Jusque-là, c'était la réelle politique qui dominait la stratégie diplomatique occidentale, une réelle politique qui rimait beaucoup mieux avec intérêt économique qu'avec droits de l'homme. Mais il se pourrait bien que les révolutions enchaînent dans les pays arabes et changer la donne et nécessitent une refondation des politiques extérieures. C'est ce que nous verrons dans le débat de cette émission. Vous entendrez aussi Tiken Jah Fakoly, monument africain du reggae, qui nous donnera son regard sur la situation de la Côte d'Ivoire, son pays natal, où Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se disputent toujours le pouvoir. Mais d'abord un petit tour du monde des télévisions étrangères. Écran d'ailleurs est préparé, comme d'habitude, par Paul Bouffard. En direct sur l'une des rares chaînes de télévision qui ne lui appartient pas, Silvio Berlusconi s'invite dans un débat sur les affaires de mœurs. Le président du Conseil italien intervient par téléphone pour se défendre et contre-attaquer. Le présentateur, surpris, est rapidement submergé par une vague d'insultes. Buonasera, Presidente Berlusconi, mi sente? Sì, buonasera. Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Allora lei ha già insultato abbastanza. Perché non va dai giudici invece di insultare? Une lampe à pétrole en guise de projecteur et un journal télévisé quasiment dans le noir. Au Népal, les médias s'engagent pour dénoncer la pénurie d'électricité qui frappe le pays. Des coupures incessantes jusqu'à 18 heures par jour. En direct et dans l'obscurité, la présentatrice reçoit le ministre de l'énergie. Electricity plays a big role in our life. It is used for different purposes. Therefore, there is a greater demand by the people to build more transmission lines and increase overall electricity production. Redorer l'image de l'armée et de la police afghane, c'est l'objectif de la série télé Eagle 4. Des scénarios hollywoodiens et des super flics bardés de technologies qui luttent contre les trafiquants. Attention, les talibans n'ont qu'à bien se tenir, les Jack Bauer à l'Afghan débarquent. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Caroline. Et bonjour Evizar. Bonjour. Anthony, on commence avec vous, avec un gros plan sur un référendum déterminant qui a été organisé au Sud-Soudan en janvier. Et un nouveau pays, c'est ça qui est absolument incroyable. En fait, depuis 3-4 semaines, on vit des moments fascinants pour tous ceux qui s'intéressent un peu à l'international, aussi bien dans le monde arabe que là, en l'occurrence, au Sud-Soudan, puisque très bientôt, on pense que dès juillet prochain, c'est-à-dire dès que le référendum, qui a quand même accordé quelque chose comme 98,83% de oui à l'indépendance du pays, dès que ce référendum aura été validé, eh bien, un nouveau pays va naître. Alors, premier problème. Et ben voilà, le premier problème c'est ça. Alors le consensus c'est Sud-Soudan. Comme il y a Corée du Nord et Sud, comme il y a eu, je sais pas moi, Vietnam du Nord et du Sud. Bon, ça c'est le consensus, c'est plus facile, tout le monde connaissait où ça se trouve. On sait déjà que la capitale sera Djouba, mais il y a d'autres noms qui circulent. République du Nil, le Nil blanc passe par là. République de Kouch, vous savez, l'ancien royaume de Kouch, a priori, ça correspond à ces frontières-là. Le consensus est plutôt Sud-Soudan. Puis ensuite, il faudra choisir un drapeau, un hymne national. Eh oui, ça c'est pas quoi, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aussi un compositeur national pour faire un hymne national. Tout est complexe. Un pays qui se fera environ 8 ou 9 millions d'habitants. On sait qu'il y a déjà 2 millions de Sud-Soudanais qui se trouvent au nord et qui vont vouloir rentrer. On sait que le Sud-Soudan est aussi un des pays les plus pauvres du monde, qu'il est largement soutenu par les États-Unis, mais il y a du pétrole. Les 3/4 du pétrole soudanais sont produits là, même si pour être évacué, ce pétrole a besoin de passer par le Nord-Soudan. Donc ça crée des liens, on va dire. D'un côté le pétrole, de l'autre côté les oléoducs et au milieu les Chinois. C'est les Chinois qui évidemment exploitent ce pétrole. Donc pour l'instant, le pays va naître sous de très bons auspices. Celui des Américains d'une part. Il va y avoir des problèmes au moment de l'indépendance. Si, il y aura des problèmes pour délimiter la frontière. Il y aura des problèmes notamment pour le partage des revenus pétroliers. Il y aura probablement des problèmes aussi au moment de la des populations qui du nord au sud vont circuler. Mais disons que pour l'instant, avec le partenariat ou plutôt les auspices des États-Unis, ça risque à peu près de bien se passer. La suite, eh bien, nous la verrons ensemble.
Alors avec vous Yves, alors que pour l'instant tous les regards sont plutôt braqués sur l'Égypte, on va revenir sur le cas tunisien parce que c'est pas fini, c'est un processus qui est long, qui est en cours et c'est un peu un laboratoire de ces révolutions dans les pays arabes. Exactement, c'est vraiment le laboratoire, c'est là que tout a commencé et combien de fois j'ai entendu quand j'étais là-bas, 8 jours après la fuite de Ben Ali, on disait mais vous savez la révolution n'est pas finie. Ouais. Place de la Casbah, elle continuait d'ailleurs avec cette occupation des gens qui étaient venus du centre, donc le centre déshérité, et qui voulaient monter sur la capitale, qui ont fait le siège du Premier ministre et qui disaient « dégage ». Alors pas dégage Ben Ali, c'était fait. Dégage Ranouchi, le Premier ministre. Ouais. Parce qu'il voulait. Les petits Ben Ali, voilà. Parce qu'il nous disait bah, « écoutez, c'est bien beau, vous avez déjà vu une révolution où les dictateurs restent ». On a vu ça au début de la Révolution française, il a fallu quelques années avant que le roi... Beaucoup d'ailleurs de similitudes. Ils veulent faire une constituante, ils prennent modèle. C'est vraiment un petit peu la même démarche. Si vous me le permettez. Il s'inspire de la Révolution française. Bah, ça fait plaisir tout de même. Et donc pour l'instant, il y a encore des violences? Pour l'instant, il y a des violences parce que le fameux parti RCD, ça y est, c'est terminé. Mais pour eux, le parti de Ben Ali, c'était écrit sur les murs d'ailleurs, c'est une tumeur, il faut l'arracher, elle infiltrait toute la société, il faut bien comprendre, et elle continue à l'infiltrer forcément. C'est pour ça que dans les régions, il y a de gros problèmes. Je me suis dit, quand les gens ont été évacués d'une façon très musclée d'ailleurs de la place de la Casbah, mais ils vont retourner chez eux, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Les mêmes conditions de vie, forcément, on ne peut pas changer en quelques jours. Ils vont retrouver les gouverneurs qui sont les mêmes ou qui ont si peu changé, ils vont retrouver le commissariat de police et ce qui se passe en ce moment à Gafsa, près de la frontière avec l'Algérie, à Kasserine où il y a eu beaucoup de morts, 50 morts rien que dans cette petite ville, eh bien il y a des attaques des palais des gouverneurs, il y a des attaques des gouverneurs, il y a des attaques contre les commissariats parce des règlements de compte. Des règlements de compte forcément. Plus large que ça, on ne peut pas continuer à vivre avec ces gens qui vous ont humilié pendant des dizaines et des dizaines d'années, torturé. C'est compliqué. C'est vraiment là que se trouve, vous savez, le cœur du pouvoir. Les populations, notamment en province, ne s'attaquent pas à n'importe quoi, vous l'avez dit, elles s'attaquent au commissariat, au gouvernorat, au symbole même du pouvoir. Quand les gouverneurs ont juste fait un petit tour de chauffe et sont revenus au même endroit. Ouais. Il y a quand même le gouvernement qui travaille. Maintenant, on va faire des décrets-lois pour passer par-dessus l'Assemblée nationale, qui est forcément tout acquise encore aux partisans de Ben Ali, puisqu'elle n'a pas pu changer. Et c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour réformer le code électoral, parce que sinon, c'est les anciens Ben Alistes qui vont gagner. Oui. Donc, on est obligé de passer par là pour espérer des élections. Donc voilà, la révolution continue. Et on suit ça. Merci beaucoup à tous les deux. Et on va rester d'ailleurs sur ces révolutions dans les pays arabes pour voir en quoi elles bouleversent les diplomaties occidentales. Au-delà des critiques sur la très mauvaise anticipation, voire sur l'aveuglement des pays occidentaux, au-delà même des polémiques sur les connivences ou les privilèges accordés à certains membres du gouvernement par des régimes dictatoriaux mis à mal par ces révolutions. Nous allons voir en quoi ces événements obligent les capitales occidentales aujourd'hui à revoir leur copie en matière de politique extérieure. Boris Boyon, lui, représente une nouvelle génération d'ambassadeurs, ancien conseiller Nicolas Sarkozy. Il vient d'être retiré d'Irak pour être envoyé immédiatement en Tunisie après les cafouillages du Quai d'Orsay face à la révolution de Jasmin. Et pour lui, une nouvelle ère diplomatique s'ouvre. Il se passe en effet des choses extrêmement nouvelles sur l'ensemble de la zone arabe, ce vent de liberté qui est en train de souffler, cette volonté des peuples ou de peuples de la région de s'exprimer. Des choses importantes sont en train de se passer et que nous, la France, nous, la diplomatie française, on a le devoir d'être à ce rendez-vous qui est historique. En fait, je pense qu'il serait mentir que de dire qu'on ne peut vivre que de réelle politique ou que de droits de l'homme. On s'aperçoit qu'il y a de par le monde une forme de, d'universalisation, et c'est une bonne chose, d'un certain nombre de valeurs, de modes de vie, d'aspirations. Tout être humain aspire à ces libertés individuelles et donc de moins en moins, j'espère, nos diplomates auront à être confrontés à la contradiction qu'on a encore dans certains pays. Être moins dans une logique de statut et plus dans une logique d'action. C'est pas l'être qui importe, c'est le faire. Et je crois que c'est ça qui doit vraiment guider notre diplomatie, avoir des diplomates qui ne sont pas ce qu'ils sont, mais qui sont ce qu'ils font. Voilà, retour en plateau après cette très belle formule avec nos deux invités. Olivier Ferrand, bonjour, vous êtes le président fondateur du think tank Terra Nova. Et puis Qatar Abou-Diab, politologue au Cahier de l'Orient. Alors c'est vrai qu'on a parlé d'erreurs d'appréciation, on a parlé de sous-estimation, du mécontentement des Tunisiens, mais au-delà des cafouillages de la diplomatie française face à ces révoltes, est-ce qu'il y a, c'est ce qu'on va voir ensemble, une remise à plat nécessaire de la politique extérieure de la France et puis des pays occidentaux de façon plus large? Pour vous, Olivier Ferrand,
Aujourd'hui, réalpolitik et droits de l'homme ne sont plus antithétiques. La réalpolitik passe par les droits de l'homme. Oui, c'est je pense la grande leçon de la révolution de Jasmin, c'est que jusqu'ici, la diplomatie avait à gérer un dosage ardu entre d'un côté le réalisme, la réalpolitik, et de l'autre les droits de l'homme, entre intérêts économiques, intérêts nationaux, et puis les valeurs. La grande leçon, me semble-t-il, c'est que désormais le réalisme passe par la promotion raisonnée des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que nous vivions jusqu'ici dans l'idée que les régimes dictatoriaux à travers le monde, et singulièrement dans le monde arabe, étaient stables à horizon humain. Et donc on avait à gérer cette contradiction dont parlait notre futur ambassadeur entre réalisme et droits de l'homme. La révolution de Jasmin nous apprend que, et puis ce qui se passe en Égypte nous apprend que ça n'est pas vrai, que cette assumption est fausse et que les régimes dictatoriaux peuvent tomber et ils peuvent notamment tomber très vite. Voilà, à échelon gouvernemental, c'est-à-dire à échelon d'un quinquennat de président de la République. Voire de vacances gouvernementales. Même. Voire de vacances gouvernementales. Ce qui veut dire qu'un président de la République, aujourd'hui, français, c'est que le dictateur ou l'autocrate qui est en face de lui peut demain tomber, alors que lui est toujours dans son mandat français, et que demain il aura peut-être un autre interlocuteur en face de lui. Une position inconfortable. Exactement. Et donc on ne peut plus aujourd'hui gérer la diplomatie comme on le faisait hier, parce que être à l'ami de la dictature d'aujourd'hui, ça veut dire aussi être en froid avec les démocrates de demain. Et donc là, on perd à la fois sur les valeurs et sur nos intérêts. Oui, c'est un ancien dilemme. Je rappelle bien que même la chute du mur de Berlin n'a pas été anticipée, et même face à la réunification de l'Allemagne, qui reste quand même le grand événement de l'autre siècle, il y avait une réaction et pas un accompagnement comme il faut, comme on voit maintenant avec les problèmes de la zone euro et les problèmes de l'Europe. Par rapport au monde arabe, c'est vrai que dans ce monde arabe, on a vu quand même depuis la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, que la démocratie passe partout dans le monde, atteint même l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine sont passés par le monde arabe. C'était impossible, il y avait un retard, un décalage. Maintenant, on constate les changements autour de la Méditerranée. C'est une nouvelle donne. Il ne faut pas se lamenter beaucoup sur les retards français, sur la sous-estimation. Oui, il faut s'adapter avec. Il faut donner plus de poids quand même aux droits de l'homme, aux aspirations du peuple, plus de poids quand même à l'écoute de la société civile, plus de poids au pragmatisme et non pas à une diplomatie rigide avec des amis ou des ennemis. Et pour cela, il ne faut pas être timide, mais il faut savoir dessiner les limites et les frontières de l'action diplomatique. Il y a quelque chose d'important que vous avez dit. Est-ce qu'il faut sortir un peu de ces relations uniquement d'amitié, ou en tout cas relations de chef d'État à chef d'État, et s'adresser à la société civile, aux entreprises, au peuple de ces pays qu'on a en face de nous? Dans les pays où on a une influence, le rééquilibrage passe d'abord par des exigences plus fortes en matière de droits de l'homme vis-à-vis des gouvernements autoritaires en place. Et de multiplier les interlocuteurs. Exactement. Et avoir un vrai dialogue, nouer de vrais liens avec les oppositions démocratiques qui seront les gouvernements de demain, qui peuvent désormais devenir les gouvernements de demain très rapidement. J'insiste sur le point de la rapidité parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les sociétés du Sud et singulièrement du monde arabe ne sont pas, contrairement à ce qu'on a raconté, incompatibles avec la modernité, que le clash des civilisations n'est pas du tout un fait, une fatalité, et qu'au contraire, un certain nombre de ces sociétés sont mûres aujourd'hui pour la démocratie. Parce que vous disiez, ça reposait sur le pari qu'on faisait que ces régimes dictatoriaux étaient stables. Mais c'était aussi le fait qu'on ne pensait pas que les peuples étaient capables de vivre en démocratie. Exactement, parce qu'on n'a pas vu évoluer les structures. Les événements structurels, c'est quoi? C'est un taux d'alphabétisation qui est aujourd'hui au moins aussi élevé dans certains pays que la France. C'est un niveau d'éducation générale, au-delà de l'alphabétisation, qui est très fort. C'est aussi évidemment une ouverture beaucoup plus grande qu'il y a 20-30 ans, parce qu'il y a les diasporas, parce qu'il y a la télé satellitaire, évidemment, parce qu'il y a Internet. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, les aspirations des peuples du Sud sont les mêmes que les nôtres, et donc qu'on arrive à un moment démocratique et que ça peut tomber à tout moment. C'est vrai, la grande leçon à tirer, c'est qu'il n'y a pas de fatalité des dictatures arabes. Mais aussi, il ne faut pas aller très loin dans l'optimisme pour parler
tout de suite d'un grand printemps démocratique arabe ou d'un printemps de population arabe. Et c'est vrai que les facteurs culturels, sociaux, libéraux, économiques plaident pour une transformation. Mais il faut voir aussi l'aspiration forte du nationalisme, ces problèmes israélo-palestiniens qui a été souvent un problème, un prétexte, un alibi pour le régime pour obtenir une légitimité mal acquise. Et si on quand même observe les expériences démocratiques dans 3 pays, les Liban, l'Irak et les territoires palestiniens, jusqu'à maintenant, c'est catastrophique. Pour cela, espérons que l'expérience tunisienne, la transition tunisienne, soit une transition exemplaire pour qu'elle donne une bonne image de la possibilité de l'adaptation de modernité et islam, modernité et monde arabe. Il faut souligner que sans Bourguiba, sans le laïcisme en Tunisie, sans cette influence culturelle, surtout la séparation entre la religion et l'État en Tunisie et le rôle des femmes, la société tunisienne n'a pas pu atteindre un décret pareil. En Égypte, les choses sont un peu différentes. C'est une société plus religieuse, l'armée a un poids plus omniprésente et pour cela, il faut attendre les suites des événements. Oui, mais la peur de l'islamisme, c'était aussi le prétexte qui faisait qu'on soutenait à cette réelle politique et qu'on continuait à soutenir ces régimes. Oui, il y avait de vrais arguments pour justifier la réelle politique. Non, c'était de vrais arguments, bien sûr. Effectivement, la lutte contre le terrorisme, le régime de Ben Ali était un des régimes qui assurait la coopération régionale sans faille. Le régime Moubarak, la même chose. Bien sûr. Effectivement, en Tunisie, on a une société musulmane très ouverte et qui était présentée une alternative au modèle islamiste qu'on voyait ailleurs. Donc on voulait évidemment la soutenir. Il y a des intérêts économiques. On a 6 milliards d'euros d'investissement dans ces pays-là, notamment dans nos grands groupes d'infrastructures. Et puis... l'Algérie, c'est le 2e client du port de Marseille. Exactement. Et puis le développement économique de la Tunisie était cité en modèle par le Forum économique de Davos, le plaçait comme, en 2007, le plaçait comme la première économie d'Afrique en termes de compétitivité. Il y avait des tas de raisons de défendre une politique réaliste. Simplement, dans le dosage, et de nouveau, ce dosage, me semble-t-il, c'est quelque chose dont il faut sortir. Dans le dosage passé, il devenait de plus en plus contestable dans les années 2000 parce que le régime se durcissait et devenait de plus en plus, violait de plus en plus ouvertement les libertés publiques et les droits de l'homme. Et c'est devenu injustifiable au moment de la révolte populaire à partir de début décembre. Sur l'aspect multidimensionnel que doit acquérir la diplomatie, s'adresser à d'autres interlocuteurs que seulement au chef d'État en place, est-ce que les États-Unis, est-ce que Barack Obama, lui, a pris ce tournant avant la France, à votre avis? Il y a une politique américaine d'implantation, de soutien de la société civile via le financement de fondations, mais surtout dans l'ex-Union soviétique. C'est là où le déploiement des fondations américaines dont l'objectif était vraiment de soutenir les ONG. On constate maintenant en Tunisie, il y avait un effort soutenu de la part des fondations américaines, contrairement aux fondations françaises. Qui était absente, exactement. Donc cette ligne politique, ce développement... Et plus avancé, disons, qu'en France. Oui, parce que mais il faisait l'inverse aussi. C'est-à-dire que les Américains faisaient aussi avec Bush. C'est anglo-saxonne aussi. C'est tout à fait. Mais Bush faisait aussi l'inverse et voulait imposer la démocratie par les armes de l'extérieur. Donc, ça c'est un échec évidemment pas tant. La démocratie, elle vient des peuples. Et donc l'idée de défendre, de soutenir, de structurer, de financer la démocratie par la base, par le soutien à la société civile, le soutien aux ONG, est une bonne chose. La France s'y est engagée quand même il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est pas notre axe fort, et ça devrait être désormais un de nos axes forts. Il faut avoir une présence de fondation, de financement par le Quai d'Orsay, et donc une présence relais sur ces territoires pour financer la société civile, ses initiatives, sa liberté, ses associations et ses ONG. Mais quand vous dites qu'il faut maintenant que la réelle politique fasse aussi la promotion, en tout cas, et un meilleur dosage dans la promotion des droits de l'homme, ça veut dire, ça passe par quel levier? C'est mettre des conditions, un accord économique et commercial, un partenariat? Ça passe, par un dialogue une exigence plus dure vis-à-vis des gouvernements autoritaires, surtout amis, surtout ceux sur lesquels on a une influence. 2, nouer des contacts avec les oppositions d'aujourd'hui, qui sont les gouvernements de demain. 3, axer une politique des droits de l'homme sur les ONG et la société civile. 4, quand les pays sont trop grands,
pour nous, Russie, Chine, avoir un travail collectif, notamment vis-à-vis de l'Europe, parce que là, on a la masse critique pour commencer à dialoguer. On a des conditionnalités dans un certain nombre de nos grands accords internationaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne les fait pas valoir. Alors, la conditionnalité démocratique, on ne la fait pas vraiment valoir dans nos relations avec ces pays-là. Cinquième élément, on n'a pas encore parlé, c'est tout ce qui est multilatéral. On a un cadre multilatéral qui s'est considérablement étoffé ces dernières décennies et qu'on pourrait utiliser. Il y en a un qui était très efficace, c'est la Cour pénale internationale. C'est très important parce qu'on dit aux dictateurs d'aujourd'hui que le jour où ils seront plus au pouvoir, s'ils ont fauté, s'ils ont violé gravement les droits de l'homme, ils seront poursuivis où qu'ils soient dans le monde. C'est quand même une tension longue. Vous savez, pour que ces conditions ou ces perceptions fonctionnent, il faut quand même des politiques équilibrées. Il ne faut pas de poids et de mesures. Même si, lorsque Obama et tous les Européens n'arrivent pas à convaincre Netanyahou d'arrêter la colonisation, et en même temps, ils donnent aux dirigeants arabes, même s'ils sont despotiques, des leçons de loin, ça donne par rapport aux opinions publiques une marge de manœuvre pour ces dirigeants. Ces deux poids, deux mesures donnent l'impression que le monde arabe lui-même est seulement mis à la touche, est seulement en fait parfois soumis à des sanctions. Il n'y a pas cet équilibre en politique extérieure. Il doit être un équilibre par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux ouvertures, mais il faut aussi un équilibre sur le plan de la politique extérieure. Sinon, l'Occident serait perçu comme donneur de leçons, comme hégémonique, et maintenant avec la nouvelle configuration de la planète, l'Asie et surtout la Chine, la Russie, l'Inde, comme le Brésil, auront plus de place dans cette région du monde avec la Corée du Sud. Ils ne posent pas de conditions et ils s'entendent avec les dirigeants et avec aussi les populations. Donc on verra donc toute la difficulté à venir pour voir si ces révolutions donnent à l'Occident une occasion pour continuer ces dialogues de civilisation ou ces printemps démocratiques arabes se transforment en quelque chose qui accélère les clashs des civilisations. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe à ce qui agite la toile un peu partout autour de la planète. La revue du web est signée Paul Bouffard. Internet, toujours à l'origine du soulèvement dans les pays arabes. Wael Ghonim, cadre de Google, est aujourd'hui libre en Égypte. À l'origine des premières manifestations sur Facebook, il s'est retrouvé les yeux bandés pendant 12 jours, interrogé par la sécurité d'État. En Jordanie, le web commence également à se faire l'écho de la révolte populaire. Amon News, site d'information, s'est vu fermé par les autorités. Son tort, avoir diffusé les critiques de 36 personnalités appartenant aux grandes tribus jordaniennes à propos du régime en place. Et les images du Moyen-Orient rappellent des souvenirs aux internautes chinois. Place Tahrir et place Tiananmen, même combat. Surtout quand la toile chinoise diffuse sur YouTube une animation, un clip satirique où le gentil peuple de petits lapins maltraités se rebelle contre le parti des méchants tigres. Après Wikileaks, OpenLeaks, des dissidents de l'ancien site de publication revisitent le concept et lancent un nouveau site. Cette fois, OpenLeaks ne publiera pas directement les documents classés top secret. Il assurera leur transmission gratuite aux médias. Dernière partie de cette émission, notre témoin du monde. Depuis 20 ans, il dénonce la France-Afrique et les dictateurs africains. Sa liberté de parole l'a conduit à devoir s'exiler au Mali. Il est aussi persona non grata au Sénégal. Ses concerts ressemblent parfois à des meetings politiques. Il a d'ailleurs lancé son appel du 18 juin pour un grand concert africain à Bercy contre l'ingérence occidentale dans les affaires africaines. Rencontre avec le monument africain du reggae, le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly. Un couplet pour dénoncer l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher à quand le procès. Bonjour Tiken Jah Fakoly. Bonjour. En Côte d'Ivoire, deux candidats se disputent toujours le résultat de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier. Le président sortant, Laurent Gbagbo, et puis son opposant, Alassane Ouattara, qui lui est soutenu par la communauté internationale. Pour vous, qui est le président de la Côte d'Ivoire ? Pour moi, le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le président qui a été choisi par la majorité des Ivoiriens, donc qui est Alassane Ouattara. Il faut respecter le vote du peuple. Parce que si on ne respecte pas le vote du peuple, la prochaine fois, quand on va leur dire d'aller voter, ils vont dire non, c'est pas la peine, puisque finalement, le vote ne sert à rien. Alors qu'au premier tour en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont voté à plus de 80%, ce qui est
inédit, hein, ce qui est extraordinaire aujourd'hui. Alors, ce n'est pas tous les présidents, mais il y a des dirigeants au pouvoir dans ce monde aujourd'hui qui ne méritent pas d'être là. On va leur demander ce soir de quitter le pouvoir. L'un de vos morceaux s'appelle « Quitte le pouvoir », ça s'adresse à Laurent Gbagbo. C'est pas seulement pour Laurent Gbagbo, hein, c'est pour tous les dirigeants qui s'accrochent au pouvoir. En Afrique? En Afrique, il y en a qui ont été au pouvoir près de 40 ans, qui font comme si c'est une propriété, c'est un héritage de leur famille, je veux dire. Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui, tout est gâté. Entre 2011 et 2012, il y a une quinzaine d'élections sur le continent africain. Donc si Laurent Gbagbo réussit à garder le pouvoir en Côte d'Ivoire, les autres vont faire la même chose. J'entendais le président d'un pays, je crois Centrafrique, qui, en interview, quand on lui a demandé « Monsieur le Président, est-ce que si vous perdez les élections, est-ce que vous allez reconnaître votre défaite ?» Il a dit « Mais je ne vais pas les perdre. » Vous lancez un appel sur le thème « Personne ne viendra sauver l'Afrique à notre place ». C'est un message à destination de l'ingérence occidentale? C'est un message qui s'adresse à la jeunesse africaine. Je pense que l'Afrique ne pourra combattre cette ingérence que dans l'unité. C'est quand nous serons ensemble que nous allons combattre l'ingérence. Parce que vous savez, le continent africain représente un pouvoir important, une force importante dans l'économie mondiale, mais on ne se rend pas compte de ça. C'est un continent qui est très très riche et une population qui est très très pauvre. Nous avons toutes les matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. Et il suffit simplement qu'on soit ensemble, qu'on ait une seule voix, une seule force politique, une seule force économique, et le monde entier sera obligé de nous respecter. Et par rapport à l'ingérence occidentale, l'attitude de la France est de plus en plus critiquée, notamment en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous joignez votre voix à ce flot de critiques? Je pense que l'ingérence de la France est dans l'élan de l'ingérence de la communauté internationale par rapport au processus électoral qui était en marche en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'a un peu gêné, c'est que le jour que Nicolas Sarkozy a fait une sortie fracassante en disant qu'il fallait que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir avant le week-end, j'ai été moi-même choqué, bien que je suis pour le départ de Laurent Gbagbo. Parce que vous savez, madame, notre génération refuse maintenant qu'on s'adresse à elle comme ça. Parce que ça nous rappelle, lorsque le colonisateur s'adressait à nos parents, lorsque le gouverneur s'adressait à nos parents, c'est ce que ça nous rappelle. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. Est-ce que la musique est une arme pour défendre la démocratie? Le reggae, c'est la voix des sans-voix. C'est la musique qui a décidé de prendre la parole pour les sans-voix. Et nous sommes sur le chemin de Bob Marley, qui a participé à l'écriture de l'histoire de son pays. Nos ancêtres ont combattu l'esclavage, c'est pourquoi l'esclavage a été aboli. Nos parents ont combattu la colonisation, c'est pourquoi on nous a donné la photocopie de l'indépendance. Moi, c'est comme ça que j'appelle notre indépendance. Vous ne vous sentez pas encore complètement indépendant? Pour moi, l'indépendance des pays africains n'est pas encore totale. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, en tant qu'Africains, c'est de faire quelque chose de telle sorte que nos enfants puissent vivre dans une Afrique meilleure que celle que nous, on connaît aujourd'hui, dont on se plaint. Vos grands-parents ont combattu l'esclavage, vos parents ont combattu le colonialisme. Vous, c'est quoi? Nous combattons aujourd'hui la mauvaise gouvernance et nous soutenons la démocratie. Et alors, pour contribuer à écrire l'histoire de votre pays, vous vivez au Mali depuis 8 ans parce que vous aviez été menacé de mort dans votre pays. Est-ce que vous envisagez un retour en Côte d'Ivoire? Effectivement, j'envisage de rentrer dans mon pays dès que, voilà, quand les choses vont se calmer. Bien que j'aurai du mal à quitter le Mali, parce que le Mali, c'est un pays qui m'a accueilli à bras ouverts et qui a renforcé mon panafricanisme. Le fait qu'on m'a reçu chez moi là-bas, le fait que je suis comme chez moi, ça m'a permis de me rendre compte, enfin, d'être plus africain que d'être ivoirien seulement. Je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non. Je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non en chanson.
Merci Tiken Jah Fakoly. C'est moi, merci. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet publicsena.fr, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Envoyez-nous vos réactions et vos commentaires et n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Parole du Monde sur Facebook. À bientôt.